Le président du Sud-Soudan et son principal rival se sont rencontrés ce jeudi en Ouganda. Salva Kiir et Riek Machar ont échangé sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Bosco Ntaganda écope de 30 années de prison. L'ex-chef de guerre congolais a été condamné par la Cour pénale internationale. Il était poursuivi pour crime de guerre. Et puis, le mouvement de contestation grossit au Liban. Élèves et étudiants sont désormais dans les rues. Ils exigent le départ de l'exécutif. Voilà donc pour les titres de ce journal. Merci de nous choisir pour vous informer. Le chef du 54e État de l'Afrique a rencontré son principal rival ce jeudi en Ouganda. Salva Kiir, président du Sud-Soudan, a pu échanger avec le chef rebelle Riek Machar. Ils ont échangé sur la formation d'un gouvernement d'union nationale. Riek Machar est arrivé en fin de matinée jeudi au palais présidentiel d'Entebbe, au sud de Kampala, en Ouganda. Salva Kiir était lui aussi arrivé. Des questions cruciales étaient au menu de la rencontre entre le président soudanais et le chef rebelle. Salva Kiir et Riek Machar devaient notamment discuter sécurité en vue de la formation d'un gouvernement d'union prévu dans les jours à venir. La formation de ce gouvernement de transition était initialement prévue en mai, mais avait été repoussée au 12 novembre en raison de désaccords qui n'ont à ce jour toujours pas été résolus. Comme pomme de discorde, on peut noter la formation d'une armée unifiée et les frontières des États régionaux au sein du Soudan du Sud. Les observateurs nourrissent la crainte que ce nœud pourrait déboucher sur une reprise des combats à grande échelle dans ce pays en proie à une guerre civile depuis 2013. La présente rencontre, une des rares entre les deux hommes depuis la signature d'un accord de paix en septembre 2018 à Addis Abeba, a lieu dans le cadre de la médiation menée par l'organisation régionale IGAD et dont le président ougandais Yoweri Museveni est un acteur clé. Au terme de l'accord de paix de septembre 2018, les combattants de toutes les parties doivent être entraînés et déployés au sein d'une armée unifiée de 83 000 hommes. Mais le processus a été entravé par les retards et le manque de financement. Le Conseil de sécurité de l'ONU a réclamé mercredi des progrès immédiats dans l'application de l'accord de paix. La peine est historique, 30 années de prison pour l'ex-chef de guerre congolais Bosco Ntaganda. La Cour pénale internationale a prononcé sa sentence. Ntaganda était poursuivi pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Bosco Ntaganda a été reconnu coupable en juillet de 18 chefs de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, dont des crimes sexuels, massacres, persécutions et transferts forcés de la population civile en République démocratique du Congo au début des années 2000. La peine imposée à Ntaganda, aujourd'hui âgé de 46 ans, est fixée à 30 ans d'emprisonnement. La peine globale qui vous est infligée sera donc de 30 ans d'emprisonnement ferme. Et aussi, j'aimerais vous indiquer, Monsieur Ntaganda, que vous avez le droit de faire appel de notre décision dans les 30 jours. Decision on your sentence within 30 days. Le juge Robert Frem, qui a précisé que les juges avaient pris en compte la cruauté particulière de certains crimes perpétrés par Ntaganda et ses troupes, a affirmé que des meurtres ont été commis à grande échelle. Les juges lui ont imposé la peine maximale autorisée par la Cour pénale internationale en dehors de la peine de prison à perpétuité réservée aux infractions les plus graves. Un porte-parole de la CPI a confirmé qu'il s'agissait de la peine la plus lourde jamais prononcée par la juridiction créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde. Le temps que Ntaganda, détenu à La Haye depuis 2013, a déjà passé en détention sera déduit de sa peine. L'Organisation de défense des droits de l'homme Human Rights Watch a salué la décision des juges. Ntaganda peut faire appel dans les 30 jours de la décision des juges concernant la peine d'emprisonnement. L'ex-général de l'armée congolaise, qui avait la réputation d'être un leader charismatique, a toujours assuré être un révolutionnaire et non un criminel.
Et on reste toujours au niveau de cette juridiction pour évoquer à présent le cas de ces deux autres accusés. Alors que l'avenir juridique de l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé est incertain, les habitants de leur ville d'origine attendent toujours avec impatience leur retour éventuel. Les deux hommes sont donc au cœur de procédures judiciaires au niveau de La Haye concernant des allégations de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. L'éventuel retour en Côte d'Ivoire de l'ex-chef d'État Laurent Gbagbo, souvent annoncé par ses partisans, apparaît désormais comme un véritable serpent de mer dans un contexte plutôt tendu. Malgré toutes les incertitudes, à Mama, village natal de l'ancien chef d'État, situé dans le sud-ouest, les 5000 habitants croient dur comme fer au retour de l'enfant du terroir. Dans les hameaux, dans les champs, on ne parle que de son retour. Totalement, il manque au village, il manque, non seulement il manque à Mama, mais à toute la région. Toute la région, je vous dis. Gbagbo manque à toute la région. Plus les autres sous-préfectures, préfectures, tout Gbagbo manque. Même à Abidjan, Gbagbo manque. Depuis que nous aurons appris que le fils de Laurent Gbagbo a été acquitté, depuis ce temps, le village l'attend pour l'accueillir à bras ouverts. À bras ouverts. Jusqu'à présent, nous l'attendons. On l'attend. À 50 km de Mama, plus précisément à Takwa, village de Blé Goudé, on attend également avec espoir son retour. Les nouvelles que nous avons de lui sont ambiguës, très ambiguës, en ce sens que nous savions qu'il était à La Haye, Blé Goudé. On savait que Blé Goudé était à La Haye. Et puis après, on a dit qu'il est sorti de la prison. Et puis on apprend que lui, on l'attendait ici. On dit qu'il ne peut pas venir ici. Blé Goudé ne peut pas venir ici. Bon, qu'est-ce qui se passe réellement? Nous, on dit, on demande pardon. On demande pardon. C'est vrai, il a commis des crimes. Parce qu'on ne peut pas être au niveau où il était et puis dire qu'on est blanc comme neige. Il a certainement dû commettre des crimes. Il y a des gens qui ont commis des crimes. On a pris des lois d'amnistie. Je souhaiterais que cette mesure d'amnistie soit prise aussi à son encontre pour encourager la paix, pour encourager la réconciliation. En liberté conditionnelle en Belgique, Laurent Gbagbo a été acquitté en première instance ainsi que Charles Blé Goudé par la Cour pénale internationale. Mais ils doivent attendre la décision de la Cour concernant l'appel de la procureure. Au Nigeria, au moins 10 soldats de l'armée ont été tués et 9 grièvement blessés après l'attaque d'un convoi militaire dans le sud-est du pays. Cette attaque, confirmée par des sources militaires, est attribuée au groupe djihadiste Boko Haram. L'armée nigériane a perdu 10 hommes dans des combats intenses contre les terroristes qui ont tendu une embuscade aux soldats. 9 autres ont été blessés et 12 sont toujours portés disparus. Le convoi a été attaqué ce mercredi à 6h45 GMT alors qu'il retournait sur sa base à Damboa, dans l'état de Borno à 88 km de Maïdougouri. Les échanges de tirs ont duré près d'une heure et 9 combattants du groupe djihadiste ont également été tués. La ville de Damboa, qui se situe à la frontière avec la forêt de Sambisa, est la région de repli de la faction de Boko Haram dirigée par le leader historique Aboubakar Shekau. Cette faction du groupe islamiste vise davantage les civils, alors que la faction de l'État islamique en Afrique de l'Ouest a fait des dizaines, voire des centaines de morts parmi l'armée nigériane ou la force armée conjointe régionale. Plus de 35 000 personnes ont été tuées dans ce conflit sanglant qui a détruit le nord-est du Nigeria et plus de 2 millions de personnes ne peuvent toujours pas regagner leur foyer en raison de l'insécurité permanente dans la région. La colère est de plus en plus vive au Liban. Écoliers et étudiants se mettent désormais dans la danse. Ils ont jeudi envahi les rues de plusieurs villes du pays. Ils veulent jouer leur partition dans la contestation qui secoue le pays depuis plusieurs jours.
Le mouvement de protestation a entamé jeudi sa 4e semaine sans s'essouffler. Les manifestants sont de mieux en mieux organisés à travers tout le Liban, ralliant de nouvelles catégories sociales avec chaque jour de nouvelles initiatives pour garder intacte l'ampleur de la mobilisation. C'est ainsi qu'au lendemain de rassemblements emblématiques de plusieurs milliers de Libanaises ayant exprimé leur colère populaire, les écoliers et étudiants entrent en scène. Sac à dos sur les épaules, brandissant des drapeaux libanais, plusieurs milliers d'écoliers et d'étudiants se sont rassemblés jeudi devant le ministère de l'Éducation à Beyrouth, bloquant la circulation. À Tripoli, deuxième grande ville du pays dans le nord, des centaines de jeunes se sont rassemblés sur la place Al-Nour. Ailleurs, à Tripoli, des manifestants ont empêché l'ouverture des bureaux d'une compagnie de téléphonie publique et de certaines banques. Avant eux, mercredi soir, des milliers de femmes se sont rassemblées sur la place des Martyrs, tenant dans leurs mains des chandelles allumées. Accompagnées par les vivas de la foule, les manifestantes ont tapé sur des casseroles dans un joyeux tintamarre. Les manifestants entendent maintenir la pression jusqu'à ce que toutes leurs demandes se concrétisent, notamment la formation d'un gouvernement de technocrates qui ne serait pas issu du sérail politique traditionnel. Paris joue la carte de la fermeté envers les migrants. Ils sont environ 1500 à avoir été délogés ce jeudi de 2 camps qu'ils occupèrent dans le nord de la France. Les autorités ont affirmé que les zones concernées étaient devenues incontrôlables. L'évacuation des occupants des 2 camps entre la porte de la Chapelle et Saint-Denis en France a démarré à l'aube ce jeudi. Parmi les délogés, de nombreux Afghans et originaires d'Afrique subsaharienne, ainsi que des familles avec enfants. Environ 600 policiers étaient mobilisés pour l'opération. Cette évacuation d'une ampleur inédite depuis plus d'1 an dans la capitale intervient au lendemain de la présentation par le gouvernement d'un plan immigration controversé, instaurant notamment des quotas de professionnels qualifiés. Dans ce contexte de durcissement de la rhétorique sur la politique migratoire, le ministre de l'Intérieur s'était engagé mercredi à évacuer les camps du nord-est parisien avant la fin de l'année. Je ne peux pas laisser une situation de danger de cette nature, a précisé Christophe Castaner. Tout ça ne peut plus durer et c'est le sens de la fermeté dont je vous parle, a expliqué le préfet de police de Paris. Signataire de l'arrêté d'évacuation, il estime que les campements prenaient trop d'ampleur et qu'une délinquance s'y installait. La préfecture évoque 213 atteintes aux personnes répertoriées sur le secteur de la porte de la Chapelle depuis début 2019, sans compter les risques entre migrants. Aux États-Unis à présent, c'est la semaine prochaine que démarrent au Congrès américain les auditions publiques dans le cadre de la procédure visant la destitution de Donald Trump. Le président américain ne s'avoue pas vaincu. Il compte sur le Sénat qui fera sans doute échouer la procédure. Après plus d'1 mois d'audition à huis clos, l'enquête lancée par les démocrates au Congrès américain dans l'espoir de destituer Donald Trump entrera dans une semaine dans une nouvelle phase. En effet, ce sera le début des témoignages publics dans l'affaire ukrainienne. Ces auditions, retransmises à la télévision, débuteront le 13 novembre. Elles seront l'occasion pour les Américains de jauger les témoins par eux-mêmes, de décider de leur crédibilité, mais aussi de découvrir les informations de première main sur les méfaits du président, a déclaré le chef démocrate de la commission du renseignement de la Chambre des représentants, Adam Schiff. L'objectif est maintenant connu, prouver que le président des États-Unis a connu un abus de pouvoir en conditionnant le dégel d'une aide militaire promise à Kiev à l'ouverture d'enquêtes visant notamment le démocrate Joe Biden, bien placé pour affronter le milliardaire républicain dans la course à la Maison-Blanche dans 1 an. Depuis, l'opposition démocrate dicte le tempo des investigations menées par la Chambre où elle est majoritaire pour constituer un dossier d'accusation ou d'impeachment. Mais le dernier mot sur la destitution reviendra au Sénat, contrôlé par les républicains qui font pour l'instant bloc derrière le président. Les démocrates ont accumulé à huis clos les récits d'une douzaine de responsables dont les propos ont le plus souvent filtré dans les médias. Ils se sont aussi heurtés au mur de la Maison-Blanche qui refuse de collaborer. Mesdames et messieurs, fin de ce journal. Merci de votre attention. Restez fidèles au programme de votre TV. Au revoir.